Avant une première table ronde consacrée à la responsabilité des entreprises, je vous propose à présent un saut dans l'avenir. Et si on se projetait en 2025, pas forcément très loin, mais c'est dans 4 ans, et si on chaussait des lunettes qui nous donnent une vision optimiste du vivre ensemble, il ne s'agit pas forcément d'être utopiste, juste réaliste. Vous êtes une marque. Vous êtes une entreprise, ce qui va suivre va forcément vous intéresser, car des éléments très concrets vont vous être donnés pour s'inscrire dans le durable et le responsable. L'agence Peclers est spécialisée en tendance et prospective. Merci d'accueillir 2 de ses représentantes, Patricia Beausoleil, soyez la bienvenue, on peut vous applaudir, et Emmanuel Demazière. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Emmanuel et moi, nous sommes venus vous parler du futur, mais aussi du présent, puisque pour parler du futur, on est quand même obligé d'étudier et de veiller à transposer ce que l'on a envie aujourd'hui de défendre comme valeur pour imaginer des futurs désirables, des futurs créatifs. À l'agence, on parle de stratégie créative, on étudie les comportements des consommateurs, on étudie aussi leurs désirs, leurs aspirations profondes. Et aujourd'hui, c'est justement ce que l'on va tenter de décrypter avec vous, avec tout d'abord une introduction qui va être vraiment sur le sujet de cette quête du mieux vivre. Je pense que c'est une des aspirations fondamentales, universelles, le bien-être. On parle du bien-être tous les jours, on parle de mieux vivre, de cette aspiration mieux vivre, on parle de qualitatif plutôt de quantitatif, et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. On va évoquer pour ce faire 2 grandes tendances qui sont vraiment pour nous des tendances de fond quand on va parler d'éco-responsabilité, quand on parle d'écologie, quand on parle de ce rapport à la nature et donc à l'autre et à nous-mêmes. C'est d'une part la notion de symbiose naturelle et d'autre part la notion de régénération collective. On voit bien que toutes ces aspirations individuelles prennent tout leur sens quand elles aboutissent à des actions collectives. Donc, pour cette introduction sur cette notion finalement de durabilité, ce qui compte pour nous aujourd'hui finalement, c'est de transformer, d'accélérer cette prise de conscience de l'urgence éco-responsable. Et je pense que l'épisode qu'on a tous vécu au niveau mondial ces derniers mois, tout au long de la période Covid qui continue malheureusement, n'a fait qu'accélérer finalement cette prise de conscience de cette interaction entre la nature et l'humain et voir à quel point finalement la nature nous est vitale, nous est essentielle dans notre quotidien. On a vu apparaître des prises de conscience tout d'un coup de besoin de voir le ciel, besoin de voir du vert, privation de verdure, envie d'aller jardiner, ne serait-ce que à Paris, sur sa jardinière. Voilà. Avoir vraiment tout d'un coup un besoin intrinsèque, vital, de retrouver un ancrage vers cette nature qui nous a été en fait enlevée, retirée pendant le temps du Covid, enfin pendant le temps de cette mise sous verre, sous globe. Donc on voit bien à quel point, et là c'est vraiment une prise de conscience et une accélération importante, combien finalement cette symbiose, ce rapport symbiotique à la nature s'accélère. Ce qui est intéressant dans cette prise de conscience, c'est finalement un activateur d'initiatives personnelles, privées, etc. Mais c'est aussi un activateur d'initiatives entrepreneuriales. Et on le voit aujourd'hui, les entreprises, il y a vraiment un éveil des consciences pour répondre aux aspirations des consommateurs qui ont envie d'aller vers ce mieux vivre, qui ont envie de reconnecter avec la nature. Et finalement, peut-être qu'au départ, cette notion d'écologie, quand on y pense, il y a quelques années, ça pouvait paraître être une contrainte pour certaines entreprises, pour certains secteurs industriels, parce qu'il fallait se repenser, réinventer. Aujourd'hui, c'est devenu un prérequis. Quand on parle à des générations comme les Gen Z, quand on parle à des générations comme les Millennials, qui sont totalement dans cette conscience de l'urgence écologique, une marque, une enseigne doit avoir un engagement éco-responsable. C'est vraiment une mission et c'est presque une opportunité quelque part pour réactiver de la créativité au sein de ces entreprises. Donc finalement, de cette contrainte quelque part initiale, on peut vraiment le transformer et devenir résilient et en faire un vrai levier d'opportunité pour les entreprises. Donc cet ancrage, cette reconnexion avec la nature, c'est aussi finalement un ancrage, un réancrage avec notre propre naturalité.
On a vraiment envie de retrouver du temps pour soi. On n'a jamais autant parlé, finalement, de s'échapper au vert. Et on va le voir, d'ailleurs, dans le mode de fonctionnement des consommateurs qui évolue avec des tribus. Alors nous, évidemment, dans nos métiers, on a tendance à aller chercher parfois des signes émergents qui ensuite deviennent des signes forts et largement partagés. Et on va vous partager justement, à travers ces macro-tendances, des évolutions de mode de vie qui induisent aussi des évolutions de mode de consommation. Et là, c'est très important, puisque finalement, qu'est-ce qui importe aujourd'hui? C'est vraiment d'être à la rencontre des attentes des consommateurs, leur apporter des produits qui sont chargés de sens pour eux, qui correspondent à leurs aspirations profondes. Notre société est faite de paradoxes. On est tous forgés de contradictions. On est fait de paradoxes. Et ce qui est intéressant là, c'est finalement, on a tous envie de garder notre confort moderne, cette ère de consommation hédoniste que l'on a vécue jusqu'à présent sans trop se préoccuper finalement des conséquences. Quelque part, on n'a pas envie de faire de concessions. Mais en même temps, on a envie de se reconnecter avec l'essentiel. On n'a pas envie de perdre l'essentiel. On l'a bien vu là, avec cette privation de nature. On était mal dans sa peau, on n'était pas bien, on était en manque, on était enfermé. Bon, le béton, c'est bien, mais la verdure, c'est mieux. Voilà, donc tout ça fait qu'on a besoin aujourd'hui, et c'est un vrai challenge pour aujourd'hui et pour le futur, alors on se projette à 2025, mais j'ai envie de dire c'est un futur même plus lointain encore, c'est d'arriver à réconcilier ces dynamiques contraires, réconcilier finalement ces envies qui sont parfois plus dans la production et ces besoins qui sont vraiment dans l'ancrage vers l'essentiel, la nature, l'élémentaire en fait. Et ici encore, les entreprises ont certainement un rôle crucial à jouer pour être acteurs dans cette révolution. On a parlé de révolution industrielle en un temps, on a parlé de révolution digitale en une autre époque. Aujourd'hui, on est vraiment à l'ère de l'action, de la révolution écologique. Qu'on le veuille ou non, on a vu le constat que Jean-Louis Etienne vient de nous présenter, c'est évident, on n'a plus le choix, on doit vraiment bouger, changer de paradigme. Donc voilà, ce changement de paradigme, en fait, il va opérer des transformations, on va les parcourir ensemble. Et c'est vraiment dans cette idée donc, de créer ces futurs désirables et positifs. On a vraiment, enfin en tout cas nous, au sein de l'agence, on a envie de se projeter vers du positif. On part du principe que l'humain est effectivement un mutant extrêmement surdoué, comme le disait Jean-Louis Etienne. Eh bien pourquoi pas miser justement sur sa capacité intellectuelle à rebondir justement et à faire de ces obstacles quelque chose qui va challenger notre capacité à finalement être dans la résilience, à être dans la créativité, dans le positif. Donc voilà, on va se projeter vers du positif. Et on va tout d'abord explorer cette idée de symbiose naturelle. Donc nous, on a tendance à parler de macro-tendance. Alors c'est vraiment, ça peut paraître une évidence pour certains, la nature qui nous fait du bien, bah oui, peut-être, mais ça n'était pas forcément le cas pour tous. Et aujourd'hui, on le vérifie et de façon scientifique et de façon assez intuitive finalement. Alors là, on a placé, pour symboliser cette notion de symbiose naturelle, justement, l'idée de la protection de la nature qui n'opère que lorsque nous comprenons que nous en faisons partie. Et il s'agit avant tout de protéger notre espèce. En fait, c'est vraiment l'idée de voir qu'on a vraiment une interconnexion entre la nature et nous-mêmes. Et que si nous maltraitons la nature, nous maltraitons. Ce sont des propos que j'ai un peu transformés, mais enfin la citation est intègre ici. Qui ont été écrits par Peter Wohlleben, qui est un écrivain allemand, qui est aussi un ingénieur forestier, qui a écrit un magnifique livre qui s'intitule « De la vie secrète des arbres ». Et là, c'est passionnant parce que quand on lit ce livre, en fait, on s'aperçoit que, évidemment, les arbres, on a vu, ce sont des pompes à CO2, ce sont nos poumons au niveau de la planète, mais pas que. Les arbres ont un mode de communication, ils ont un véritable langage. Quelque part, quand on lit ce livre, on a l'impression finalement que l'arbre, on pourrait aller lui parler, on a un mode de communication en tout cas, on a un mode de compréhension en tout cas sur cet univers naturel qui s'ouvre et qui nous rend plus proches finalement de cette nature. Donc voilà, voir la nature autrement, ne pas la voir simplement en tant que contemplateur, mais interagir avec la nature de façon positive. C'est tout l'objet finalement de cette notion de symbiose naturelle. Et une fois que l'homme qui fait partie de cette chaîne du vivant prend bien conscience qu'il n'est qu'un des maillons de la chaîne et qu'il n'est pas juste le chef d'orchestre de la nature, puisqu'on a eu tendance quand même à être dans cette posture. Aujourd'hui,
on est plutôt dans une posture de recul, en tout cas d'humilité par rapport à cette nature que l'on n'a finalement pas tant compris que ça et qu'on continue à découvrir aujourd'hui sous un autre angle, peut-être un angle plus émotionnel. Et c'est ce qui fait aussi qu'on se sent peut-être aussi plus proche de la nature. On est moins peut-être dans la notion de nature-muse, la nature qui nous inspire, qui a inspiré les peintres de toutes les époques, qui inspire à différents niveaux, au niveau évidemment plastique, esthétique, au niveau de sa façon de se régénérer chaque saison. On n'est plus vraiment dans cette... On est toujours, évidemment, la nature inspirera toujours, mais on est aussi dans une idée de nature nourricière, de nature bienfaisante, vraiment avec tous les bénéfices qu'on peut en tirer, physiques, mais aussi spirituelle et mentale. Et là, c'est assez intéressant de voir, il y a eu des études qui ont été menées justement sur la fréquentation des espaces naturels, notamment récemment dans le sud-ouest de la France. On a interrogé des personnes pour savoir pourquoi elles allaient s'immerger en pleine nature. Et ce qui est arrivé en premier, à 70%, les personnes ont répondu pour leur bien-être psychologique. Donc on est vraiment bien au-delà d'aller faire son petit jogging pour sa mise en forme du matin. On est vraiment dans une notion de nécessité vitale, psychologique, mentale, par rapport justement à cette connexion avec les éléments naturels. Juste pour faire le parallèle, le bienfait physique finalement de l'apport de la nature n'arrivait qu'à 59%. Donc vous voyez un petit peu le ratio. C'est assez intéressant de voir cette appréciation finalement des bénéfices de la nature sur son quotidien. Pour donner un petit peu quelques exemples supplémentaires, on a l'idée aussi, par exemple, au Japon, des parcs nationaux qui ont été dotés de Wi-Fi pour permettre aux personnes d'aller travailler en pleine nature. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que finalement la nature améliore les capacités cognitives, permet un peu plus de concentration. Voilà. Je peux parler des green class aux États-Unis, je peux parler aussi des hôpitaux qui sont aujourd'hui certains hôpitaux qui sont avec une architecture tournée vers la nature et on s'aperçoit finalement que les patients sont dans un rétablissement plus rapide parce que voilà avec cette immersion en pleine nature. Donc on est vraiment dans cette logique de symbiose naturelle et d'appréciation de l'apport de cette nature. Changement de paradigme. J'évoquais tout à l'heure le fait que nous, au quotidien, notre travail, c'est vraiment de se projeter aussi sur les aspirations des consommateurs. Et là, on avait envie de vous partager une tribu qu'on trouve assez intéressante à décrypter. C'est la tribu des rurbains. Les rurbains, en fait, pour nous, c'est un petit peu il y a un livre qui nous a marqué il y a 2 ans à peu près. On en a beaucoup parlé à l'agence. C'était le livre de Karen Rosenkrantz qui parle des city quitters. Donc, ces personnes qui ont un mode qui ont peut-être une mutation de vie un peu radicale, c'est-à-dire ce sont souvent des personnes urbaines qui travaillent à des postes de responsabilité, qui sont dans le tertiaire, etc., et qui tout d'un coup ont une prise de conscience finalement et qui changent de vie et qui ont une deuxième vie, qui partent s'installer à la campagne, qui font de l'agriculture, qui vont faire de la poterie, enfin peu importe, mais quelque part qui sont dans un tout autre rythme de vie. Alors, ça peut paraître complètement niche, ça peut paraître un peu babacool, mais en fait, ce qui est intéressant là, aujourd'hui, quand on parle des urbains, on est peut-être un peu moins dans cette radicalité. On est tout simplement, justement là, dans cette réconciliation des dynamiques contraires. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vont essayer finalement de concilier les avantages de la vie en mode urbain, sans trop de concessions. Merci au digital, quelque part, pour ça. Et l'avantage de vivre proche de la nature, plus proche de la nature. Avantage de vivre plus proche de la nature et finalement tirer aussi l'enseignement de ce mode de vie rural, dit rural, qui est, si on regarde un petit peu, est tourné vers le bon sens ancestral, où justement on est à l'écoute de la nature, on est à l'écoute de son rythme, on est à l'écoute de son cycle. On cherche à renouer là aussi par là même avec notre propre rythme biologique. On est vraiment conscient, plus qu'aujourd'hui dans les cités, évidemment, de cette interdépendance avec la nature. Donc, c'est des valeurs qui sont évidemment transgénérationnelles. Hein. On a tous envie d'avoir une vie un peu plus cool, un rythme plus lent, on va dire, d'être un peu moins dans le rythme effréné de la ville. Et on s'aperçoit, et notamment avec le Covid, que là encore, ce sont des rythmes de changement de vie qui se sont accélérés. Au niveau des valeurs, de ces valeurs, on peut considérer que ce sont des valeurs qui vont être partagées donc, un peu par tout le monde, mais j'ai envie de dire
peut-être encore plus par les Gen Z et les millennials, qui sont des ecological natives, qui sont nés avec cette urgence écologique, et qui sont aussi des digital natives, donc qui sont nés avec, de façon presque intuitive, une connaissance du digital. Et donc, en combinant finalement ces deux modes de vie, ou en tout cas ces deux médiums, arrivent finalement à réconcilier les contraires. Bon, ensuite, sur des usages émergents, on peut parler du Climatarian Diet, qui est là tourné plus sur l'exploration finalement d'un mode de consommation plus tourné vers le local. On fait attention à ce qu'on mange, on mange le vert. Alors, on n'est pas forcément vegan, mais en tout cas, on va faire attention à l'impact carbone des produits que l'on consomme. La symbiose naturelle, là, on a 3 points d'activation. L'innovation engagée. Les marques, les enseignes, les initiatives peuvent être vraiment dans une force extrêmement créative à cet égard. Là, on a mis l'exemple de Neri Oxman, qui a développé un travail autour de la biomatière, qui a exposé son travail au MoMA à New York, et qui a mis en place un concept de matériel écologie. Et ce qu'elle dit, je trouve ça assez incroyable, elle parle d'objets. Finalement, elle parle de l'écologie matérielle comme une philosophie de conception qui explore les interactions entre le construit, le cultiver et l'augmenter. Donc, c'est-à-dire, en fait, on va travailler des objets, on va cultiver des objets, comme des organes d'ailleurs, informatiquement. On va les fabriquer avec de la biomatière, et ensuite, on va les augmenter biologiquement. Donc, on arrive à construire du vivant pour protéger la nature, pour protéger le vivant, puisqu'évidemment, toutes ces constructions de matière sont biodégradables. On est vraiment dans un rapport neutre, finalement, sur l'impact écologique par rapport à cette production. On peut parler aussi de pédagogie positive. L'enseignement que l'on a eu par rapport à l'intervention de Jean-Louis Etienne, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire apprendre, faire savoir finalement quelles sont les bonnes postures à avoir, quels sont les bons engagements à avoir. Donc là, c'est aussi un rôle important que peuvent avoir les entreprises dans ce sens. Ici, on l'illustre avec la fondation Slow Factory, qui est en collaboration avec Adidas, par exemple, et qui propose des semestres pédagogiques d'apprentissage de l'écologie et de l'agriculture. Donc, vous voyez, c'est vraiment très loin, finalement, des préoccupations initiales intrinsèques de l'enseigne qui fabrique des sneakers. Et bien, justement, ils s'engagent dans cette révolution écologique par un rôle de pédagogue. Donc, on fait savoir. Ensuite, alors là, c'était vraiment mon piège de la journée, c'est les ressources rassurantes. Alors l'exemple qu'on a choisi, et là, excusez-moi pour la prononciation, on parle du friluftsliv. Donc ça, c'est un terme norvégien qui, en fait, littéralement, veut dire la vie en plein air, en norvégien. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en Norvège, ce droit à la vie en plein air a été encadré par la loi. Et en fait, c'est finalement, c'est devenu une espèce de règle de droit absolu, inaliénable. On a vraiment le droit, on a l'obligation de laisser le droit aux individus de pouvoir vivre en pleine nature. Donc c'est assez intéressant de voir où on place finalement la vie en milieu sauvage dans ce pays. Donc voilà, innovation engagée, ce que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, l'impact des marques dans cette notion de devenir finalement moteur de l'action, la recherche et développement, évidemment. Ici, on a mis un exemple, c'est Space 10, qui est un peu le Fab Lab de Ikea. J'aime beaucoup leur raison d'être. En fait, leur raison d'être, c'est de créer un quotidien meilleur pour les hommes et la planète. Donc évidemment, c'est une raison d'être ambitieuse. On les étudie beaucoup, ils sont vraiment très créatifs. Et il y a vraiment énormément de leviers d'activation dans leurs propositions, qui sont parfois des concepts qui ne vont pas forcément voir le jour, mais qui en tout cas éveillent les consciences. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'en tant que marque, on peut vraiment aller au-delà finalement de sa mission initiale, produire, distribuer, etc., et vraiment s'engager autrement avec un véritable regard sur le futur et à faire connaître et à faire passer ce regard sur le futur. Ensuite, de façon peut-être un peu plus matérielle et directe, l'idée de finalement s'engager dans la pédagogie avec cette notion d'écolittératie. Ici, tout simplement sur l'emballage d'un produit, faire connaître l'impact carbone de son produit, ses ingrédients, être dans la transparence. Clarifier son discours aussi, simplifier son discours, parce qu'on est souvent noyé par une masse d'informations parfois un peu compliquées pour quelqu'un qui est néophyte en la matière. Et enfin, les ressources rassurantes. Moi, ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est que la caution scientifique est complètement challengée par la caution de naturalité
dans finalement la perception du consommateur. On va avoir un rapport de confiance aux produits naturels. On va parfois être dans la défiance sur des produits venus de la recherche scientifique. Je fais une petite digression. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec les vaccins, notamment. Voyez, donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point la naturalité ramène une espèce de confiance au niveau du consommateur. Voilà, et je vais rapidement terminer parce que je suis très bavarde et qu'Emmanuel a beaucoup de choses à vous dire aussi sur notre deuxième pilier, sur finalement les leviers de marque. Alors c'est un peu la synthèse de tout ce que je viens de vous présenter. Tout d'abord, évidemment, dans l'innovation engagée, investir dans la recherche et développement, investir dans des stratégies porteuses de sens pour l'avenir, vraiment miser sur le futur, faire intervenir des experts qui vont permettre une transformation industrielle, matérielle, etc. Rompre avec ce qui n'est pas essentiel, penser aussi finalement à repenser les packaging. On voit bien la vague du no-pack qui intervient, les biomatières qui vont remplacer les matières vivantes, par exemple, qui peuvent intervenir aussi sur la notion du packaging. En tout cas, soustraire plutôt qu'ajouter, penser à des ingrédients plus simples. En fait, aujourd'hui, on a envie de simplifier, faciliter la vie, simplifier, ne pas avoir à chercher dans la liste des produits qui composent ce qu'on va acheter, celui qui va être toxique ou non toxique. Voilà. Pédagogie positive, eh bien, faire savoir ce que l'on fait, être dans la transparence. Ça, c'est très important parce que souvent, les entreprises ont peur de passer justement à la vitesse supérieure sur l'éco-responsabilité en se faisant taxer de greenwashing. Eh bien, justement, parfois, ces entreprises qui sont amenées à reconnaître leur manque d'expertise en termes de durabilité, elles peuvent avoir recours à un tiers de confiance. Il faut qu'elles aient finalement, quelque part, une collaboration avec des experts qui vont aider, qui vont élaborer des procédés de recyclage, trouver des solutions durables à destination de cette entreprise. Ça, c'est très important. Quoi qu'il arrive, on est tous légitimes dans un travail d'éco-responsabilité. Voilà. Et ensuite, évidemment, être dans cette idée de science et de recherche au bénéfice de la nature pour des produits durables, des ingrédients naturels. Voilà, donc je vais passer la parole à Emmanuel pour évoquer ce deuxième pilier très important aussi. Merci beaucoup, Patricia. Bonjour à tous. Donc, ensemble, on va explorer la deuxième macro-trend qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui, qui nous semble fondamentale. On a beaucoup parlé de collectif dans les précédents discours, et c'est quelque chose qui est éminemment important aujourd'hui. Dans cette macro-trend, on va explorer justement, non pas l'interdépendance avec la nature, comme l'expliquait Patricia juste avant, mais ici l'interdépendance entre l'individu et le collectif. On note que les évolutions à l'échelle individuelle sont évidemment des pierres à l'édifice de l'action collective. Et c'est ça qu'on a envie de souligner aujourd'hui, c'est le retour à la valeur de l'universalité, des idéaux partagés et à une forme d'harmonie sociale qui est très importante dans les aspirations, notamment des jeunes générations. Ce qui émane aujourd'hui de la société, c'est une véritable volonté de réinventer les systèmes, mais on ne peut pas les réinventer seuls. On a besoin de le faire ensemble, en fait. Et c'est ce que soulignent les consommateurs, d'ailleurs, parce qu'ils soulignent qu'ils ont besoin des marques, justement, pour réinventer les systèmes. Et donc, le Edelman Trust Barometer, en 2021, a souligné que pour 68% des consommateurs à l'échelle globale, les marques doivent s'engager, mais prendre vraiment à bras le corps les enjeux sociétaux desquels nous sommes en présence, parce qu'ils soulignent que certains gouvernements parfois peinent à le faire. Et donc, ils comptent véritablement sur les entreprises. C'est des enjeux qui sont importants, c'est des enjeux qui sont colossaux même, mais qui ne sont pas insurmontables. Et là, véritablement, on va souligner l'idée de faire corps avec le rôle social de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est d'explorer les différents usages qui émergent de ces nouvelles générations, notamment, qui sont hyper inspirantes. On a identifié une tribu émergente, notamment, qu'on a intitulée les alters créatifs, parce que c'est des consommateurs aspirationnels qui sont très dynamiques, qui sont impliqués dans le renouveau, justement dans la réinvention, qui, grâce à leur créativité, à leur agilité digitale et numérique, vont créer de multiples solutions pour répondre aux enjeux actuels et vont challenger complètement les normes sociales. Un autre usage émergent, c'est celui du true matérialisme. Patricia le soulignait avec l'écologie matérielle. Ce qui est intéressant dans le true matérialisme, c'est qu'il y a un changement de paradigme véritable sur la notion de matérialisme. On n'est plus dans l'accumulation, mais on va véritablement aller vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif. On va chercher des produits qui vont avoir une certaine longévité. Et c'est une philosophie de consommation, finalement, qui est empreinte du soin du produit, de la réalisation, de la conscientisation de son existence, qui est complètement à l'opposé de l'obsolescence programmée.
On explore ici, du coup, 3 principales key trends, comme dans la première macro-trend. Et la première qu'on va explorer, c'est celle des plaisirs élémentaires. C'est un concept qui va nous permettre d'aborder la notion d'essentialité, d'essentialisme et d'hédonisme. C'est une aspiration à un renouveau vers des expériences, donc moins de matérialité, plus d'expériences simples, mais qui sont toujours des sources de plaisir, recentrées sur des valeurs fondamentales. Ici, c'est une key trend qui est illustrée par un livre qui est paru par une mannequin qui s'appelle Alice Moirot et qui, pendant le confinement, a documenté, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, ses exploits culinaires qui étaient inspirés soit de ses voyages, soit de sa culture familiale. Donc voilà, on retrouve vraiment des valeurs fondamentales et c'est une aspiration qui est très forte. Le second pilier qu'on va explorer, c'est la notion de créativité solidaire. Ici, on va s'intéresser à la manière dont les marques vont pouvoir faire appel justement à leurs capacités créatives, comme le font les consommateurs, pour proposer de nouvelles solutions partagées en collectivité pour repenser donc les systèmes. Ici, c'est illustré par l'initiative des Nations Unies qui a fait appel à l'ensemble des créatifs à échelle mondiale, qui sont tous des communicants, des graphistes ou tout ce qu'on peut imaginer finalement, pour apporter des réponses hyper didactiques, pédagogiques justement, avec des informations vérifiées. C'est un contenu qui est gratuit, donc qui est à disposition de chacun pour diffuser une information véridique sur la problématique du Covid, parce qu'on sait que c'est un enjeu fondamental dans le combat contre la pandémie. Et enfin, le troisième pilier qu'on va explorer, c'est celui des écosystèmes réinventés. Ici, on va explorer la manière dont les entreprises peuvent véritablement repenser complètement leur système, créer de nouveaux business models pour justement créer de nouvelles opportunités pour demain en embrassant l'enjeu de la durabilité et donc de l'environnement. Ici, c'est illustré par l'initiative de la ville d'Atlanta qui, d'ici à 2022, veut offrir à ses habitants une forêt comestible qui permettrait de changer complètement les modes d'alimentation avec des fruits et légumes bio cultivés de manière très consciente. Et donc voilà, c'est encore une fois dans cette dynamique de changement profond. Sur les plaisirs élémentaires, ce qui est important ici à retenir, en fait, c'est que la notion d'essentialité va irriguer complètement les aspirations sociétales et que ça va faire évoluer les comportements des consommateurs et des individus. On va aller vers des valeurs fondamentales qui sont des valeurs refuges. On va aller vers de l'épanouissement, beaucoup plus de bonheur, une expression un petit peu cathartique de son être et de son bien-être. On va évoluer donc vers le soin de soi, le soin de l'autre aussi, parce qu'on se rend compte que le bien-être individuel, finalement, est une condition sine qua non au bien-être collectif, qui est une aspiration en marche. On va renouer avec des expériences simples, mais pourtant qui sont partie prenante de notre existence. Et ici, c'est illustré par une initiative de la chaîne hôtelière The Hoxton, qui a collaboré avec la marque Mercedes-Benz pour créer des expériences hors les murs cet été, à la découverte de la côte californienne ou par exemple de la Normandie en France. Donc on est vraiment à un retour à des valeurs de localité, quelque chose de plus doux, beaucoup plus simple, mais qui pour autant reste une source de bonheur inégalée. Sur la deuxième key trend, ici, donc, c'était la créativité solidaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le mouvement des makers qui était très prégnant chez les consommateurs, qui faisait appel justement à leur bon sens, mais aussi à leur créativité pour trouver des solutions tangibles aux enjeux actuels. Et donc, grâce à des concepts comme l'upcycling ou la réparabilité, l'upcycling, l'utilisation de matières perdues dans la chaîne de production, par exemple, ce sont des éléments qui ont énormément inspirer les marques. Mais ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est la notion de collaboration, de l'être ensemble et aussi de trouver des solutions ensemble. Et un exemple qui peut être très inspirant pour les marques, c'est celui de la marque Allbirds, qui est une marque de chaussures de sport, qui a choisi donc de créer un outil didactique pédagogique pour les consommateurs pour qu'ils puissent mesurer l'empreinte carbone des produits. Mais ce qui est hyper audacieux, c'est que la marque a proposé cet outil en open source à tous ses concurrents. Et faire tomber aujourd'hui les barrières des modes de fonctionnement marchands un petit peu à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va permettre justement de trouver des solutions en collectivité, tous ensemble, pour réinventer les industries. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la troisième et dernière key trend qu'on a voulu explorer avec vous aujourd'hui. C'est justement de réinventer complètement ces écosystèmes, réinventer et repenser l'industrie. Donc toujours en collaboration collective, qui devient un élément incontournable finalement de la manière dont on peut repenser
justement les systèmes aujourd'hui. On ne va pas pouvoir avancer seul, on va avancer ensemble. Et repenser les systèmes, c'est par exemple ce que fait cette marque de chaussures, encore une fois, de sport. Comme quoi, dans le sport, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont très intéressantes à ce niveau-là, parce qu'ils sont inspirés par la nature. Ils ont besoin de la nature pour subsister. Parce que quand on va faire son jogging en nature, il faut des arbres et une nature. Et c'est donc la marque Cyclone qui propose un système complètement repensé de consommation de chaussures de running et qui va créer donc des chaussures qui sont faites à 100% à base de ricin et qui propose un système d'abonnement. Donc le consommateur va recevoir une paire. Une fois qu'elle sera usagée, il va pouvoir la renvoyer. Elle va être complètement recyclée, complètement refaite et il va pouvoir en recevoir une nouvelle. Donc voilà, c'est vraiment de repenser tous ces business models pour créer de nouvelles opportunités qui sont les opportunités business de demain. La durabilité ne signifie pas qu'on est dans la contrainte, mais au contraire, il faut l'embrasser pour créer justement des nouveaux écosystèmes. Ça fait donc écho à ces différents leviers que vous avez ici, qui sont des leviers d'inspiration de marque véritablement. Donc d'une part, investir la possession à long terme, créer des produits essentiels, ça tombe un petit peu sous le sens, qui sont très qualitatifs, qui vont avoir une certaine longévité. Aussi, solliciter l'attention des consommateurs de manière plus douce, ça c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'on a envie justement, en tant que consommateur aujourd'hui, d'être compris, mais surtout d'être moins sollicité, moins dans un caractère effrayant en fait, de l'attention. Sur la créativité solidaire, je le soulignais, et ça c'est quelque chose qui est vraiment montant, c'est la collaboration avec ses concurrents, faire tomber les barrières du business. Aujourd'hui, elles ne sont plus nécessaires, on est dans une forme d'urgence et il faut avoir des actions qui ont ce caractère d'urgence. Créer des offres durables, engagées et accessibles. L'accessibilité, c'est fondamental parce qu'on a besoin justement de créer des réponses qui sont collectives pour l'ensemble des consommateurs et pas uniquement pour une partie de la population. Sur les écosystèmes réinventés, effectivement, identifier les déperditions de matières premières quand on peut, pour les réinventer, pour les retransformer en des choses différentes, en de nouveaux produits, par exemple, et repenser son industrie en profondeur pour créer de nouveaux business models, comme je l'exprimais à l'instant. En conclusion, ce qui est intéressant, c'est que pour 6 consommateurs sur 10, il est nécessaire de faire évoluer ses habitudes d'achat pour minimiser son impact carbone. C'est un chiffre qui est sorti par le IBM Institute for Business Value en 2021, et donc c'est un chiffre à échelle globale et mondiale. Donc pour les marques, les entreprises, vous l'avez compris, l'enjeu actuel réside dans la capacité de chacun à repenser les modèles économiques en adéquation avec les enjeux de la durabilité. Transcender la notion de la durabilité, ça veut dire qu'on ne l'envisage plus comme une circonstance, mais ça veut dire qu'on en fait une finalité véritablement de son existence en tant qu'entreprise. On répond à une aspiration de bien-être individuel et collectif. Donc on les a cités, l'innovation, l'éco-littératie, l'éducation, la pédagogie, la revalorisation des matériaux, l'accessibilité, la capacité à travailler conjointement avec ses concurrents pour trouver des réponses tangibles aux enjeux actuels sont fondamentales parce que l'humain, la collaboration émergent comme des valeurs centrales de cette nouvelle ère. J'espère que ça a été quelque chose qui a été inspirant pour vous, cette conférence. Merci beaucoup de votre attention et on espère qu'on pourra construire ensemble un mieux vivre commun, mais surtout durable et bon pour tous. Merci beaucoup. Merci.